Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici le résumé de l'actu du jour. Un parc municipal va voir le jour à Sarralbe. La ville a acheté 6 hectares de terrain en face de la halte fluviale. Un restaurant pourrait aussi naître dans cet écrin de verdure. Une micro-crèche dans le château Massin. Les conseillers municipaux de Sarralbe l'ont voté. Le projet entrera en phase de travaux dès janvier pour une ouverture en septembre 2022 afin d'y accueillir simultanément jusqu'à 12 enfants. Les drapeaux des JO étaient de passage à Metz. La tournée est organisée par Paris 2024 et la ville de Paris pour associer les territoires terre de jeu. La Moselle est l'un des premiers territoires à avoir été labellisé. Bientôt la fin des excès de vitesse à Guiderkirch, c'est en tout cas la volonté de la municipalité d'Erchin qui expérimente dans cette annexe des chicanes provisoires, des doubles écluses pour forcer les automobilistes à ralentir. C'était le dernier voyage pour le train Picasso. L'autorail qui a transporté des milliers de mineurs était stocké dans un hangar du musée Explore Wendel. Il est désormais visible par tous les visiteurs du musée. Et puis chaque mercredi, Mosaïque fait la part belle à la culture et c'est Morane qui est aux manettes. Quel est le thème que tu vas aborder dans ta chronique aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment les nouvelles technologies se mettent au service de la culture et du patrimoine. Eh bien ça tombe bien parce que vous allez voir aussi que les seniors ne sont pas en reste en termes de technologie. Dans cette émission, vous constaterez à quel point ceux de l'EHPAD de Roulin ont adopté les vélos connectés. À Sarralbe, on cherche à se connecter à la nature. La commune vient de voter l'acquisition de 6 hectares situés en entrée de ville. Pas de nouvelle construction dans cet espace, mais beaucoup de verdure au programme. Explication dans ce reportage d'Uranie Tozic. 6 hectares situés de l'autre côté de la halte fluviale de Sarralbe, entre les rues Ernest Solvay et de Latte. Autrefois détenu par Ineos, le terrain est aujourd'hui reconnaissable par la haute végétation et un mur d'enceinte. À l'intérieur s'y trouve une petite forêt et des prairies laissées depuis 7 ans sans entretien. Nouvelle propriétaire des lieux, après rachat pour environ 657 000 €, la municipalité sait déjà comment valoriser cet espace. Eh bien, nous allons créer un parc public pour que les habitants de Sarralbe et ceux qui viendront visiter notre ville eh bien, pourront s'approprier cet espace qui auparavant était un espace strictement privé. Un projet évident car la forêt est déjà bien présente et abrite de nombreuses essences végétales. L'ONF doit d'ailleurs les recenser avant d'entamer les aménagements. Puis, un concours sera lancé. Un concours d'architectes mais surtout d'aménageurs en termes de parc. Un concours où on va retenir 3 candidats et c'est l'offre la plus intéressante eh bien, que nous retiendrons pour qu'effectivement cet immense espace eh bien, retrouve une autre vie. En plus d'une végétation florissante, la parcelle compte aussi des bâtiments comme le fameux casino qui pourrait par exemple devenir un restaurant. D'autres ont déjà trouvé une nouvelle vocation. C'est l'ancienne salle des fêtes Solvay qui va être cédée et là on est vraiment au bord de la route départementale sur la rue Ernest Solvay où une chambre funéraire va être construite. Le permis de construire est déjà déposé. L'objectif, valoriser l'entrée de la ville, favoriser le tourisme, mais surtout proposer aux habitants un lieu de promenade et de détente, offrant une vue privilégiée sur la commune. Et la ville de Sarralbe n'est pas en manque de projets. La création d'une micro-crèche a aussi été votée lors du dernier conseil municipal. L'objectif, répondre à la demande d'équipement d'accueil de la petite enfance, inexistant pour le moment, mais cela va bientôt changer. Regardez. Le château Massin de Sarralbe abrite déjà des seniors à l'étage. Et à la rentrée 2022, les rires des enfants résonneront au rez-de-chaussée. Dès janvier prochain, les premiers travaux vont démarrer pour la création d'une micro-crèche. Alors nous allons réaménager cet espace, c'est quand même plus de 250 000 € de travaux qui vont être réalisés. Alors il y a des cloisons qui vont être abattues, d'autres vont être remontées pour vraiment adapter cette structure aux besoins d'une micro-crèche. D'abord envisagée dans l'ancienne école maternelle de Rèche, elle prendra finalement place ici, sur une superficie de 176 mètres carrés. Un projet soutenu par la CAF et la région à hauteur de 96 000 et 25 150 € chacun. L'équipement doit avant tout venir combler un manque. Alors Sarralbe est déjà classé en zone blanche, donc on voit qu'il y a réellement un manque en termes de structure par rapport à notre population qui est quand même de 4 700 habitants. Nous avons réalisé des sondages en direct et nous avons aussi sollicité les entreprises
l'entreprise qui emploie le plus d'employés. Litch, Ineos ou encore l'hôpital Saint-Joseph, les retours ont montré une demande très nette. La structure pourra accueillir 12 enfants en même temps. Mais il faut bien voir que ça ne s'adresse pas qu'à 12 enfants, puisqu'il y aura suffisamment d'ouverture et de plage horaire pour que ça concerne jusqu'à 40 ou 50 enfants selon les rotations des enfants. L'espace est bien situé dans la commune, proche des places de parking et aux abords de la verdure avec un parc juste derrière le bâtiment. Un endroit agréable, mais surtout intergénérationnel, car les plus petits et les grands se croiseront forcément. Et l'ouverture est donc prévue en septembre 2022. La date qui est dans la tête de tous les sportifs, c'est 2024. En avant-goût, la tournée des drapeaux a fait étape à Metz. Pour célébrer l'entrée dans l'Olympiade des JO de Paris 2024, la Moselle a accueilli le temps d'une journée les drapeaux de ces Jeux tant attendus. Historiquement, ces drapeaux demeurent dans la ville haute des prochains JO jusqu'au début des Jeux, mais la ville de Paris et Paris 2024 ont souhaité associer les collectivités hautes qui accueilleront des épreuves en 2024, ainsi que les communes Terre de Jeux 2024 en leur proposant d'accueillir les 3 drapeaux de Paris 2024, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Symbole des valeurs du sport, ces 3 étendards ont fait tourner la tête des sportifs mosellans qui se préparent à transpirer d'une fièvre olympique. Reportage de Fanny Bragard. C'est au son de l'hymne olympique que les drapeaux de Paris 2024 ont fait une apparition triomphale au sein du conseil départemental de Moselle. Convaincu que les Jeux qui débuteront dans moins de 3 ans ne doivent pas être des Jeux parisiens, le comité olympique entame une tournée des étendards pour que l'engouement olympique déferle sur tout le pays. On a eu le drapeau olympique et le drapeau paralympique à l'issue des Jeux de Tokyo. Et au lieu de le garder en Ile-de-France et à Paris, on a souhaité le partager avec les territoires qui font aussi le sport français. Parce que le sport, il est dans les clubs, il est dans les villes, il est dans les départements, et en particulier aujourd'hui dans le département de la Moselle, dans les régions. Et on a souhaité, nous, symboliquement, que ce drapeau, il illustre cette marque qui est Terre de Jeux. Et Terre de Jeux, voilà, aujourd'hui la France est Terre de Jeux. Avec 2482 clubs sportifs et près de 230 000 licenciés, la Moselle fut l'un des premiers départements labellisés Terre de Jeux. Un honneur, mais surtout un coup de projecteur sur les acteurs de terrain qui font les champions de demain. C'est un événement pour les 38 communes qui se sont engagées à nos côtés, pour les 23 équipements qui sont reconnus comme des équipements d'accueil des délégations étrangères qui vont venir se former au climat méditerranéen de la France. Et puis c'est surtout les 24 sportifs que nous allons maintenant accompagner lourdement pour les amener à la porte des Jeux Olympiques de Paris 2024. Jamais démenti par le comité, Patrick Weyton a bon espoir que la flamme olympique s'arrête en Moselle pour un grand moment de liesse populaire. Sécurité routière à présent, à Giederkirch, l'annexe d'Erchin, les riverains se plaignent des excès de vitesse des automobilistes qui traversent le village au quotidien. La mairie a donc réagi en installant un dispositif de ralentisseur. Reportage de Morane Grandcola. Limité à 50 en agglomération et 80 en dehors, voici ce que dit le code de la route. Pourtant, à Giederkirch, une annexe de la commune de Erchin, c'est une moyenne de 70 km/h qui a été constatée aux entrées du village lors d'un contrôle de la fréquentation. Les riverains se plaignent, la mairie a donc décidé de prendre les choses en main. Nous avons décidé de mettre en place durant 3-4 semaines des chicanes provisoires. Ces chicanes provisoires, aussi appelées double écluses, ont été installées aux extrémités de Giederkirch. L'un direction Beach, l'autre direction l'Allemagne. Pour les riverains, ces ralentisseurs sont certes rassurants, mais peu efficaces. Tout est encore pareil comme avant, hein. Ça ralentit là-bas et ça continue à rouler plus vite un peu plus loin. Hein. Je trouve qu'ils ralentissent de tout seul, hein. Mais j'ai peur que quand ce sera enlevé, ça repartira quand même. C'est infernal des fois. On a peur des fois. Arrivés devant chez moi, ils roulent moins vite. Ils sont obligés de freiner. Et d'autre part, après, les gens qui viennent, forcément, ils freinent. Non, c'est une bonne idée. D'ici la semaine prochaine, ces chicanes provisoires seront retirées. La mairie commencera alors une enquête de satisfaction auprès des habitants du quartier pour décider si oui ou non, un dispositif définitif sera mis en place. Petit rappel, pour les excès de vitesse en agglomération, la loi prévoit au minimum une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 2 points sur le permis de conduire.
Et sans excès de vitesse, direction Petite Rosselle au musée du parc Explore Vindel où un nouvel équipement trône fièrement. Enfin, il n'est pas si nouveau que ça puisqu'il s'agit de l'autorail Picasso qui date des années 80, époque où il servait au transport des mineurs. Sorti de son hangar, il reprend du service en tant qu'objet d'exposition et un autre projet devrait voir le jour pour lui donner une seconde vie. Grégory Sebac vous explique tout. Il fait partie de l'histoire de la mine dans le bassin houiller lorrain. Le fameux Picasso a transporté des mineurs entre le puits Remaud et le puits nord de Merlebach en Sarre pendant 12 ans entre 1980 et 1992. Conservé jusqu'ici avec les collections ferroviaires du musée dans un hangar, il est à nouveau rendu visible au public en retrouvant une place de choix au cœur du musée. Le musée de la mine, comme vous le savez, est un musée national qui répond à un certain nombre de critères et de normes qui nous sont imposés par le ministère de la Culture. Donc on n'y fait pas ce qu'on veut. Okay, et donc nous avions un hangar, nous avons toujours d'ailleurs un hangar où sont entreposés un certain nombre de machines, locomotives, wagons, etc., qui n'étaient pas visibles du public. Donc avec mon directeur général, nous avons souhaité effectivement rendre ce local ouvert au public. Donc maintenant il y a des visites et à l'intérieur nous avions ce Picasso. Ce Picasso qui est en fait un train qui servait de transporter du personnel d'un puits à l'autre. Il servait à transporter les mineurs entre le puits Remaud et le puits Nord en Allemagne. Donc il servait à faire cette liaison. Et en tout, on pouvait mettre près de 120 mineurs dans ce train qui a été spécialement réaménagé en fait. Donc les banquettes ont été supprimées justement pour pouvoir accueillir tous les mineurs qui en fait prenaient le train en étant complètement équipés en fait. Ils sortaient de la salle des pendus, ils avaient leur casque, leur bleu de travail et ils prenaient ce train en étant complètement équipés en fait. Il a fallu toute une journée et 2 énormes grues pour déplacer l'engin. Désormais positionné entre le lavoir et la terrasse du futur restaurant, il a trouvé un lieu d'exposition qui le met en valeur au pied des chevalements. Mais les responsables du musée envisagent aussi de lui donner une nouvelle fonction en l'intégrant au restaurant à l'horizon 2023. Ma première idée, c'était de dire, ouais, il est très beau, le Picasso, ça serait bien de lui trouver une fonction, une position sur le site. Et a germé l'idée de dire, si on le déplace, qu'est-ce qu'on peut en faire? Simplement le mettre en exposition, c'est déjà le premier objectif, donc c'est que tout le monde puisse le voir, et surtout les gens qui peuvent venir au restaurant. Puis ensuite, l'idée, je pense, mais pas dans l'immédiat, on est bien évidemment à une échéance de 2023, je pense, l'idée de pouvoir en faire une petite salle complémentaire, certainement privée, pour faire un accueil lounge d'une 20aine de personnes, donc un endroit un peu atypique pour proposer dans les activités du restaurant un lieu un petit peu inédit. Avec sa forme asymétrique particulière qui lui a donné son surnom, l'autorail Picasso donne un caractère original et insolite au futur restaurant. Il lui permet de se démarquer tout en contribuant à renouveler l'offre du musée. Et les musées font partie des coups de cœur de Morane, c'est l'heure de sa chronique culture. Et Morane, comme chaque mercredi, tu nous donnes d'abord tes bons plans de sortie. C'est ça, sortez vos agendas parce que ce week-end, je vais vous parler surtout de musique avec 3 concerts ce samedi. Alors à Sarralbe, le festival de Fénétrange s'invite au complexe François Mitterrand avec un concert de musique classique. Alors c'est l'orchestre symphonique de Czech Virtuosi qui reprend principalement le répertoire de Beethoven. Tarif 38 €. Le concert se terminera en gastronomie au restaurant Fleur de Sel de Sarralbe. Pensez à réserver auprès de l'établissement. Ensuite, direction le Pays de Beach pour un concert des Gacoustiques. Alors ça se passe à la salle Schumann de Rohrbach-les-Beach. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la fête patronale du club de foot. Tarif 8 € en prévente, 10 € sur place. Et toujours au Pays de Beach, le festival Euroclassique se poursuit. Cette fois, c'est un concert de jazz de Ulf Vakenius et Polo Morello qui se tiendra à la salle Les Forges de Mouterhouse. Tarif 20 €, comme toujours, pensez à réserver. Et pour finir, samedi après-midi, c'est un spectacle pour enfants qui se tiendra à la médiathèque Sarreguemines Confluence. Ça s'appelle Le voyage de Xocolatl, la grande aventure d'une cabosse, et ça parle de chocolat. Alors c'est gratuit sur réservation auprès de la médiathèque. Voilà pour les bons plans de sortie, Julia. Eh ben merci pour ces idées, Morane. Et puis tu nous l'as promis, donc de la technologie et du musée ou de la visite 2.0, culture 2.0 en tout cas. C'est
ça Julia, ou plutôt comment les nouvelles technologies se mettent au service de la culture et du patrimoine. Alors en fait, je me suis posé cette question en surfant sur internet et je suis tombée sur le site du département de la Moselle qui s'appelle Passionnément Moselle, et en fait ça regroupe plusieurs sites touristiques qui bénéficient en fait d'une visite virtuelle, et il y a notamment le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Mais alors comment ça, visite virtuelle? Comme son nom l'indique, on peut visiter de manière virtuelle le site, donc ça marche comme ça. Donc là par exemple, je suis en vue aérienne du site, du parc archéologique, et donc je peux me déplacer. Donc j'appuie par exemple ici pour la Villa romaine, et voilà. Donc on peut voir en 360, et si on clique sur les petits pictos, on peut voir des images, les explications et aussi une petite vidéo. C'est super bien fait. Et tu peux aller absolument partout? Absolument partout. Si tu veux, on fait un test. Où est-ce que tu veux aller? Si on reste au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, forcément, moi je vais te répondre les thermes. Les thermes, alors c'est parti. Donc je clique sur le picto des thermes et nous y voici. Ah ouais, on est même à l'intérieur. C'est ça. Donc on est en 360, on peut tout voir, et si on clique sur le picto, il y a les explications, les images et la vidéo, comme je l'ai dit juste avant. Mais quel est le but de ce dispositif? Parce que finalement, du coup, on n'y va plus. Il y a plusieurs atouts quand même. Alors déjà, la mobilité, parce que on n'est plus obligé de sortir de chez soi. En fait, on peut y accéder grâce à un accès Internet, donc depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ensuite, c'est gratuit. Et puis, petit clin d'œil au pass sanitaire, pour ceux qui n'en ont pas, la culture elle reste tout de même accessible. Oui, puis tu fais référence à la situation sanitaire, c'était bien pratique aussi quand il y a eu les périodes de confinement, de limitation de kilomètres, etc. Alors du coup, est-ce qu'il existe d'autres sites culturels ici dans notre secteur qui ont ce genre de dispositif? Alors pour les visites virtuelles, non. Le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, c'est vraiment le seul sur notre arrondissement. Mais il existe des expos ou des visites qui utilisent en fait les nouvelles technologies comme un prolongement de l'œuvre. Et je pense notamment au nouveau dispositif numérique du musée de la faïence de Sarreguemines, le Dîner, qui utilise en fait le mapping pour cette expo-là. Alors le mapping, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à projeter des images sur des objets ou des bâtiments. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir cet été sur le Casino des Faïenceries. Et donc là, comme on le voit sur l'image, l'œuvre prend vie, en quelque sorte, en son et en lumière. Et du coup, ça apporte aussi un côté super ludique en fait à la visite. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais, en effet. Et dernier exemple, je vais maintenant parler de QR code, le fameux. Alors rassurez-vous, on ne va pas du tout parler de passe sanitaire. En fait, c'est une innovation qui a été mise en place au fort Saint-Sébastien de Bitche durant les journées du patrimoine. Alors le principe est simple, les visiteurs arrivent, scannent des QR codes qui leur permettent en fait d'accéder à un guide virtuel. Un guide virtuel, genre un hologramme? Alors non, quand même pas, on n'est pas dans Star Wars, mais voilà. Par exemple, monsieur arrive, il prend son téléphone, son appareil photo, il scanne le QR code et en fait, il va avoir accès à une vidéo du guide, donc c'est le fort qui a tourné ces vidéos, et le guide explique en fait l'histoire du point d'intérêt où il se trouve. Et après, il peut continuer sa balade. Donc c'est vraiment super bien fait, et en fait ils l'ont mis en place pendant les journées du patrimoine parce qu'il n'y avait pas forcément assez de guides, et côté visiteurs, les visiteurs ils n'avaient pas forcément les mêmes créneaux horaires pour voir ces visites-là, et donc ça permet en fait une certaine liberté, une certaine autonomie pour le visiteur aussi. C'est beau le progrès, et en même temps c'est fou la technologie. Je te le fais pas dire. Et d'ailleurs, dernière information, certains musées comme le Louvre à Paris par exemple proposent des visites un peu insolites grâce à des casques de réalité virtuelle, ces fameux casques, vous en avez peut-être à la maison, et en fait idem du côté du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, ils en ont aussi. Malheureusement, Covid oblige, on ne peut pas encore s'en servir, mais ça viendra. Merci Morane pour cette chronique culture 2.0. Et nous on va s'intéresser maintenant à la technologie côté météo avec les prévisions de Sandrine pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous connaissez certainement le Point Zéro situé sur le parvis de Notre-Dame à Paris, à partir duquel partaient toutes les routes nationales de France. Et d'ailleurs parmi elles, la route nationale 3 reliait Paris à Forbach. Et ici, à Sarreguemines, sur le mur de l'église Saint-Nicolas, on peut voir les distances qui séparent certaines villes voisines. Comme par exemple Neunkirch, Wustwiller, Saint-Avold et même Sarrebruck.
Mais ce qui n'est pas écrit, c'est la distance qui nous sépare du soleil qui sera de retour pour demain. Le ciel sera encore un peu voilé en matinée, mais ça va se dégager rapidement pour laisser place à de belles éclaircies. Malheureusement, ça ne suffira pas à faire remonter les températures qui resteront très fraîches le matin, avec 3 à 5 degrés à peine et 14 à 16 degrés pour le reste de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Jérôme et il fera jour de 7h30 à 19h12. Passez tous encore une très belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines. À l'esplanade du casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du casino de Sarreguemines. Pour profiter des beaux jours en toute sécurité, adoptez le tricycle. Fini les difficultés dans les montées grâce à notre modèle muni d'un moteur et d'une batterie rechargeable. En ville ou sur les routes de campagne, le tricycle est l'alternative idéale au vélo. Découvrez aussi nos modèles pour enfants. Demandez conseil auprès de nos conseillers AVS Médical. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Vous allez maintenant faire la connaissance d'Alexandre Nicolas. Il joue au volley depuis qu'il a 6 ans. Aujourd'hui, il en a 33. Atteint d'une malformation des osselets, une maladie génétique, il est malentendant de naissance avec une surdité évolutive. Et pourtant, il est membre du club omnisport de Sarralbe et il évolue également en équipe de France de volley sourd. Un parcours hors du commun qu'il nous livre dans ce portrait signé David Aurès. J'ai commencé le volley à l'âge de 6 ans dans le club de Moulins-les-Messes où j'ai évolué en senior pré-national. On a failli monter en National 3 et depuis 2-3 ans, je fais partie du club de Sarralbe. Un club qui lui évolue en National 3, 3e échelon avant les championnats professionnels. Bienvenue au COS, club omnisport de Sarralbe, section volleyball. Alexandre, 33 ans, joue dans l'équipe Fagnon. Depuis qu'il a rejoint le COS, il s'investit de plus en plus dans le club. J'ai commencé en tant que joueur. Et après, je suis rentré dans le comité du club et je m'investis en tant que aussi chargé de communication. Donc je m'occupe du site internet, du compte Facebook. Le volleyeur donne également un coup de main pour encadrer les jeunes. Polyvalent au sein du club mais aussi sur le terrain où il évolue à différents postes, central comme pointu. Alexandre est malentendant de naissance avec une surdité évolutive. Avec une perte auditive supérieure à 55 décibels à sa meilleure oreille, il peut intégrer les équipes de volley sourd. Le volley sourd est très peu connu. Ça fait que quelques années que ça a été pris sous l'aile de la Fédération française. Beaucoup de volleyeurs sourds évoluent dans des clubs validés. Au volley sourd, le port de l'appareil auditif est interdit et l'arbitrage se fait visuellement. En février 2017, Alexandre est repéré et sera sélectionné en 2018 en équipe de France, 3 ans qu'il joue en bleu. Être appelé en équipe de France à 29-30 ans, déjà c'est inespéré. C'est vraiment une très grande fierté de représenter à chaque fois le drapeau tricolore même à des rassemblements ou à des compétitions officielles. Alexandre participe 3 à 4 fois par an à des stages d'entraînement où il affronte des équipes de haut niveau. En juin dernier, il a terminé 3e de la Coupe de France de volley sourd avec l'équipe du Stade parisien des sourds. Mais cette année, le volleyeur n'a pas été sélectionné pour participer au championnat du monde en Italie. Mon objectif là maintenant, c'est de faire les Jeux Olympiques et après, si mon corps le veut encore, je continuerai.
Les Deaflympics, Jeux Olympiques des sourds, auront lieu en 2022 au Brésil. En 2019, Alexandre a subi une lourde opération qui l'oblige à porter un casque pour jouer, mais cela ne l'arrête pas, le volley fait partie de lui. C'est le sport le plus pratiqué au monde. Tout le monde le pratique une fois dans sa vie, que ce soit au collège, à l'école maternelle, à l'école primaire. C'est un sport qui réunit la solidarité, l'esprit d'équipe et les envies de gagner. Et en général, quand on recommence, on y reste. Et après le volley, on s'intéresse au vélo, mais pas n'importe quel type de vélo, parce que décidément, les résidents de l'EHPAD Les Alisiers à Roulin sont dans l'air du temps. Après la table connectée, pour lutter contre les troubles cognitifs, et les tablettes pour un usage quotidien, l'établissement a fait l'acquisition d'un tout nouvel équipement qui fait le bonheur des seniors, le vélo connecté. Regardez. Vous savez déjà où vous voulez aller, Madame Kuhn? Toujours. On va où? À la montagne, à la mer, dans la forêt? Non, cette résidente ne choisit pas sa prochaine destination de vacances. Mais depuis son fauteuil, Élise va pouvoir s'évader tout en pédalant sur un vélo connecté. Elle qui aimait tant les deux roues dans sa jeunesse, n'a pas hésité à en faire un rendez-vous régulier. Une fois par semaine, vous faites du vélo? Ah, faut que je compte. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Composé d'un vélo et d'un écran, l'équipement est utilisé depuis mars 2021. Sur 50 résidents de l'EHPAD de Roulin, une quinzaine ne peut plus se passer de cette activité sportive, si bien que le vélo est allumé tous les matins. D'ailleurs, vous avez fait 3,9 km. Alors nous, on a instauré des séances 2 fois par semaine. Le mardi matin, le vendredi matin. C'est surtout de les faire bouger, de leur faire un peu de sport parce que ça maintient et le moral et le physique. C'est ludique. 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et ça leur permet en fait d'avoir le meilleur du vélo. C'est-à-dire on voyage, on se balade, on se dépense, mais on n'a pas mal, il n'y a pas de douleur, enfin c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est valorisant parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des capacités physiques qu'ils ignoraient complètement. Et ils sont même en compétition les uns avec les autres, une compétition saine, c'est vraiment de l'émulation. Et c'est Monsieur Tony qui détient les meilleurs scores du classement, avec un peu plus de 5 heures de vélo depuis le début du mois de septembre. Une activité qui casse la routine, la sédentarité, mais surtout qui s'adapte à chaque rythme, à chaque pathologie, grâce à une assistance électrique. Si on a quelqu'un qui n'arrive pas qui a des douleurs articulaires par exemple, à ce moment-là, la machine va l'accompagner. Donc il n'aura pas ces efforts à réaliser, il y aura moins de pression. Si une personne n'arrive pas, comme je vous l'expliquais, n'arrive pas à mobiliser ses jambes, ses deux jambes, ou n'arrive pas à mobiliser une jambe sur deux, la machine va compenser. Et puis on peut les faire travailler avec les bras. Ça peut aller de 2 minutes jusqu'à 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. On a même des résidents qu'il faut freiner. C'est devenu des experts du vélo. Alors ici, on a les rotations, la cadence, les rotations par minute. On le sait, l'activité régulière permet d'améliorer le tonus, l'équilibre et de réduire le risque de chute, souvent problématique dans les âges avancés. J'ai 95 ans et je suis tombée et je ne marche plus. Mais moi, j'ai le courage. Hein. Je dis toujours, prenez-moi et faites-moi marcher. Ma kiné aussi, elle est très contente avec moi. Elle dit, continuez comme ça et vous marcherez de nouveau. Et c'est encore mieux de s'exercer face à de belles images. L'occasion aussi de se remémorer des souvenirs avec des parcours virtuels au cœur des villages d'enfance des résidents. Un rapport au numérique déjà bien ancré dans cet établissement. Donc, avec l'équipe, on a voulu développer la totalité des activités au sein de la structure. On a essayé d'avoir un petit peu des subventions là où on pouvait en avoir. Et l'ARS donc Grand Est a accepté de nous financer aussi bien le vélo connecté que la formation qui va donc avec ce vélo. Avant cela, la structure avait fait l'acquisition d'une table interactive pour lutter contre les troubles cognitifs et des tablettes pour contacter les familles et s'amuser. Autant d'outils utilisés au quotidien et qui ne prennent pas la poussière. D'autres projets pourraient voir le jour dans les prochaines années, toujours dans l'optique d'améliorer le bien-être des résidents.
Et oui, restez connectés avec Mosaïque Cristal aussi. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Très bonne journée à tous, à demain.